par des tracés un peu souterrains, un peu sous-jacents. C'est ainsi qu'on voit intervenir au lieu de Kant Salomon Maimon, qui est un disciple de Kant, mais un disciple dissident et qui a réformé, qui a permis de repenser la pensée de Kant, le système de Kant. C'est ainsi qu'au lieu de Hegel, on voit apparaître Ballanche comme théoricien de l'histoire et comme ayant construit sur la base d'une relation avec Vico une théorie nouvelle de l'histoire. On voit apparaître également des références épisodiques sous-jacentes à Joachim de Fior, qui est un mystique utopiste de la Renaissance. On voit apparaître, mais là il ne le cite pas, mais c'est moi qui le cite parce que c'est dans sa jeunesse, c'est dans un texte dont il n'a pas permis la reproduction, que Deleuze avait préfacé, quelqu'un qui a beaucoup de relations d'ailleurs avec cette orientation, qui est Malfatti de Montereggio, et son livre, un livre consacré essentiellement à une philosophie qu'on pourrait appeler une philosophie médicale ou diététique, qu'il a appelée la mathèse. Alors, j'écris ces différents noms, bien que vous l'ayez eu, il y a le nom donc parmi les attaches deleuziennes qui permettent de construire, malheureusement comme on ne peut pas effacer, je ne peux pas faire ça, une sorte de constellation, de points d'attache. Il y aurait donc Ballanche, il y aurait, qu'est-ce que j'ai cité, Joachim de Fior, il y aurait, bon, j'ai donné Butler, mais Butler, lui, il le cite davantage. Ah oui, ça, ce fameux Malfatti de Montereggio, qui est à la fois reconnu, mais répudié par Deleuze lui-même. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez la mathèse. La mathèse, c'est tout simplement la mathésis, c'est-à-dire l'idée d'une science universelle, générale, qui s'oppose à quelque chose qui est la science selon la méthode cartésienne et qui correspond davantage, d'ailleurs, à une inspiration qui est celle des penseurs de l'Antiquité ou de la Renaissance, ou ceux du romantisme. Et dans cette même voie, d'ailleurs, on peut citer ce qui, en même temps, chez Deleuze, est commenté, indiqué par allusion et vertement critiqué très souvent, le romantisme lui-même, le romantisme allemand, avec ses penseurs introduits par celui dont je vous ai cité le nom, qui est Salomon Maimon. Et toute une voie qui est celle où l'on trouvera Schelling. Schelling, malgré tout, il y a une relation et une reconnaissance de la pensée de Schelling davantage chez Deleuze. Il le cite et le fait intervenir parfois, ou Plotin, à travers Candillac surtout, il a rendu hommage à la pensée de Plotin
dans une ligne où l'on voit se rejoindre d'ailleurs Leibniz et Spinoza, que tout ce qui, en un mot, est en contradiction, en opposition avec une construction d'une philosophie de la conscience dans une lignée cartésienne ou dans une lignée kantienne. De sorte que ces penseurs dont il reconnaît l'importance, d'ailleurs, que Kant, Descartes, Hegel, et qui peut-être de préférence sont traités par lui, que soit pour être critiqués, soit pour faire l'objet d'études et de réinterprétations, passent, on pourrait dire, au second plan. C'est-à-dire, il y a une sorte de cartographie, pour employer un terme que Deleuze et Guattari privilégieront à un certain moment, une sorte de cartographie ou de cartogramme que l'on peut établir de la pensée deleuzienne en tant que prenant comme point d'appui, parfois en l'explicitant, parfois sans le dire, d'ailleurs aussi, parce que dans la pensée de Deleuze, dans l'œuvre de Deleuze, il y a beaucoup de références qui sont en quelque sorte passées sous silence ou gommées, ou transformées, qui deviennent des points d'appui de l'équilibre de la construction de sa propre œuvre. Le seul qui ne soit pas mentionné explicitement, bien qu'il y ait aussi beaucoup de relations que l'on pourrait établir avec lui, c'est quelqu'un dont je vous avais parlé l'année dernière et qui a une très grande importance dans la formation de la pensée romantique. Il a eu des relations avec Fichte, c'est Jacobi, hein, c'est Friedrich Jacobi qui entretient par certains aspects, surtout dans cet étrange accord paradoxal qu'il a établi entre Spinoza et Kant, qui apparaît comme étant en résonance bien souvent avec la pensée de Deleuze, mais sans apparaître très nettement, sauf peut-être à travers certaines allusions, mais qui ne sont jamais explicitées. Je cherchais une citation qui peut-être de Deleuze, qui peut être sera un commentaire plus éclairant, parce que mieux exprimé peut-être à ce que je veux dire, qui est une phrase de Deleuze lui-même qui se trouve là, je ne sais pas, peut-être est-ce dans je ne sais pas exactement dans quel Deleuze à propos de ses relations, à propos de ses résonances il parle de la ressemblance. Je ne sais pas si c'est dans un dialogue comme dans le livre appelé Dialogue, ou quelque part dans un autre livre ou dans un cours, mais j'avais noté ceci, et oui, c'est dans un cours sur la relation, je ne sais pas exactement, où il cite Husserl et la philosophie de l'arithmétique, et où il signale, c'est moi qui ai noté cela, très justement la parenté de Husserl et de Hume. Et à propos de Bergson,
la ressemblance des auteurs entre eux. Et où il à cette phrase que je vous demande de noter, parce qu'elle me semble extrêmement importante, finalement, bien, peut-être que c'est dans un entretien avec Claire Parné, c'est possible, finalement, bien plus que les contradictions entre philosophes, écrit-il, il y a ces trucs prodigieux, donc c'est un langage parlé, c'est peut-être au cours, c'est peut-être dans le dialogue qui dit ça, je ne sais pas. Il y a ces trucs prodigieux qui sont des rencontres. Ils ne se copient pas, ils ne se recopient pas, mais entre philosophes qui pourtant sont d'école au sens réaliste, idéaliste, empiriste, absolument différentes, mais, et c'est ça qui est important comme notation, bien plus que ces différences, écrit-il, il y a de ces prodigieux échos comme des appels de l'un à l'autre. Or, je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, cette mention de ce que j'appelle résonance ou qu'il appelle écho, ces prodigieux échos comme des appels de l'un à l'autre. Il y a dans l'œuvre de Deleuze comme étant une sorte de mouvement sous-jacent, une sorte de pulsation secrète qui en commande le mouvement, qui en commande la vie, au fond, c'est-à-dire la vitalité, la richesse que peut-être le texte écrit n'épuise pas, qui se réfère à des auteurs qui ne met pas souvent, qui ne met pas en relief, auxquels il ne consacre pas d'études explicites, mais qui sont en quelque sorte des échos d'autres pensées qui en animent, qui en relancent en permanence le mouvement. Or, dans cette grande confrontation que fait Deleuze dans l'ensemble de sa philosophie et de démarquage, on pourrait dire, entre des philosophies qui seraient consacrées essentiellement à la philosophie de la conscience, ou la réflexion de la conscience, ou des philosophies critiques, ou des philosophies qui seraient consacrées et également essentiellement à l'analyse du langage, il y a ces références secrètes et ces pulsations qui font qu'il se relie à des philosophies que d'une façon très générale on peut appeler, qu'il a appelé d'ailleurs, en regrettant la disparition dans la pensée moderne, des philosophies de la nature, ou des philosophies de la vie, et auxquelles incontestablement, même s'il tient à s'en démarquer, à établir toujours les démarcations, les différences, il se rattache à ces philosophies de la vie, à ces philosophies de la nature, auquel appartient le transcendantalisme américain. L'un des premiers textes, une première conférence que Emerson, dans les années 1830, je ne le situe pas exactement, était consacré à la nature et dans le sens que la pensée de la philosophie allemande avait donné à ce terme, dans des références à la philosophie de Schelling, plus qu'au christicisme de Kant, se recommandant toujours de Kant, mais en fait se recommandant de Kant à travers le développement de la pensée kantienne dans une philosophie de la nature, ou dans la philosophie transcendantale de Fichte ou de Schelling, qui sont des développements
de la pensée kantienne, d'un criticisme qui a toujours eu une très grande crainte de se lancer dans une philosophie de la nature et qui avait au contraire été attentive en développer les limitations, tandis que la philosophie de la nature le place au premier rang comme un devoir, comme une sorte d'exigence philosophique première, d'être une pensée de l'infini, de dépasser les bornes, d'aller au-delà de toute limite critique. La pensée et d'affirmer ce qui est une sorte de renversement du kantisme dont il est pourtant le fruit, d'affirmer l'union de la nature et de l'esprit, d'affirmer l'union de l'homme et de la nature, l'union de l'homme et du monde, contre ces séparations constantes qui sont établies comme des limites de la pensée critique, de la prudence critique de la pensée kantienne. C'est pourquoi il y a une jonction qui s'établit et une résonance avec la pensée de Spinoza qui, par-delà, est aussi la prudence critique de Descartes, la prudence critique de la réflexion du sujet pensant, de l'affirmation par le sujet de sa propre existence, de lui-même, de son unité. Il y a des références constantes, soit en avant, soit en arrière, à ce qui était l'origine de la philosophie grecque, avec les affirmations avec la pensée de la nature, de la physis et de l'être chez Empédocle, ou soit d'une façon prémonitoire, une relation avec la pensée du romantisme allemand, de Schelling en particulier, qui va retrouver cette unité de l'homme et de l'univers. La pensée d'Emerson est une pensée qui, à la fois d'une façon paradoxale, est une exaltation de l'individu, mais en même temps l'affirmation de la liaison de l'individu et de la nature. La reconnaissance des liens profonds, de l'unité profonde qu'il peut y avoir entre l'homme et le monde, et en même temps dans l'homme lui-même, entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme, retrouvant, sans y faire de référence précise, un peu d'ailleurs comme l'a fait Jacobi, retrouvant une des intuitions fondamentales de Spinoza, c'est-à-dire l'unité substantielle du corps et de l'âme, l'indissociabilité des deux, le caractère non substantiel de l'individu qui est une partie de la nature, est un élément de l'univers, tout en étant porté par lui et constituant en quelque sorte son émergence finale. Pour préciser cela, je préfère peut-être donner le commentaire de quelques passages, ce qui sera plus précis et qui permettra de donner une illustration à ce que je viens de dire, quelques phrases d'Emerson, tirées de ce livre qui est à la fois une conférence sur la nature et qui, dans leur simplicité peut-être, progressivement apporteront une certaine complication à ce que je veux dire. Je
je place tout de suite, par conséquent, je pose tout de suite ces points essentiels. Prédominance de la nature sur la réflexion critique, prédominance de la nature sur l'unicité du sujet, mais en même temps unité de l'intériorité et de l'extériorité, et en même temps de la nature et de l'homme et du monde. Et d'autre part, recherche des éléments les plus concrets qui peuvent exister dans notre contact avec la nature, c'est-à-dire le sensible, les couleurs, les sons, les impressions, comme étant privilégiés par rapport à la formation des concepts. L'idée fondamentale de la pensée d'Emerson, qui sera également celle reprise par Whitehead, c'est celle du concret ou de la concrescence, mot qui appartient d'ailleurs à Whitehead. La concrescence qui est la rencontre, la formation d'unités sensibles à partir de la rencontre de séries différentes. La concrescence, c'est la rencontre de séries hétérogènes, le fait qu'il y a une parenté, une affinité entre l'homme et non seulement les animaux, mais en même temps le règne végétal et le paysage qui l'entoure. La concrescence, c'est ce qui rétablit en permanence dans notre conception de la nature, dans la contemplation et dans l'appréhension de la nature, cette unité qui est divisée par l'opposition du sujet et de l'objet. Le transcendantalisme américain recherche en permanence ce qui est aussi je crois, quelque chose qui est au centre, même dès le début de la pensée deleuzienne. Il recherche à briser cette opposition entre l'unité, entre le sujet et l'objet, en rétablissant une immanence primordiale, quelque chose qui fait que il y a unité de l'extérieur et de l'intérieur, identité, si l'on peut dire même, de l'un et de l'autre, identité de ce qui est extérieur à moi et de ce qui est intérieur à moi, possibilité d'une conversion permanente, le fait que c'est dans les choses, à l'extérieur de moi, que je trouve mon intériorité. Tout cela est ce sont des propriétés, des qualités que l'on retrouve dans la pensée d'Emerson, plus tard dans celle de Whitehead, et qui sont en correspondance, encore une fois, qui ne sont pas nécessairement en relation d'influence ou de référence avec celle de Deleuze, mais qui sont en relation avec celle de Deleuze, avec sa pensée de la contemplation telle qu'il la développe au début de Différences et répétitions, ou celle de l'individuation, dans une conception qui privilégie les relations de contact, de rencontre entre des séries hétérogènes, entre ce qu'il appelle dans Dialogue des règnes différents, et auxquels il donnera avec Guattari
à partir de Mille Plateaux, et peut-être avant d'ailleurs, le nom de devenir. Les devenirs deleuziens, c'est le concret même de la philosophie recherchée par la philosophie de la nature. Et ce concret qui a différents aspects, qui a à la fois l'aspect un aspect qui touche à la connaissance et à la contemplation, mais en même temps qui touche aux valeurs, et qui fait qu'il n'y a pas de différence possible à établir entre des valeurs comme la beauté, par exemple, l'utilité, la commodité, l'impression que les choses de la nature peuvent faire sur l'individu, et le domaine simplement de la connaissance intellectuelle. On voit comment cela, d'ailleurs, est en relation aussi avec une pensée de type bergsonien qui aura aussi à cœur tout en établissant une différence entre les connaissances qui sont des connaissances intuitives et des connaissances intellectuelles, de les faire se rejoindre, de faire qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre ce qui relève de l'intuition et ce qui relève du concept. Voilà des phrases que je relève de cette conférence sur la nature de Emerson. Une qui est de type général, mais qui n'a pas de rapport précis peut-être avec ce que je viens de dire tout de suite, mais qui donne à sa recherche une tonalité, une orientation, un ton que l'on rencontre facilement également dans l'analyse deleuzienne. L'amoureux de la nature, c'est au début de cette conférence, l'amoureux de la nature est celui dont les sens externes sont encore réellement ajustés les uns aux autres et qui a gardé l'esprit d'enfance jusque dans l'âge adulte. Voulant dire par là, la suite l'explique d'ailleurs, c'est que les sens externes sont encore réellement ajustés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre tous les éléments de la sensibilité, qu'il y a une réponse, un peu idée de la correspondance romantique entre les sons, les couleurs, les impressions que donne la nature extérieure et les impressions reçues de la sensibilité interne. Je pense ici, ça pourrait faire penser comme illustration à cette image qu'a donnée Walter Benjamin dans ses célèbres souvenirs d'enfance berlinoise, des chaussettes enroulées ensemble qui forment une boule, une poche dans laquelle il n'y a plus intérieur et extérieur. Celle du dedans et celle du dehors forment apparemment un contenant et un contenu, mais en définitive, la surface extérieure est en même temps la constituante de la surface interne. Cette réversibilité de l'interne et de l'externe, cette possibilité d'indiscernibilité entre ce qui se passe au-dedans de moi et ce qui se passe en dehors, c'est ce qu'il appelle justement cet ajustement des sens externes à l'individualité. C'est ce que Emerson entend ici
garder l'esprit d'enfance jusque dans l'âge adulte, c'est-à-dire être capable justement de sortir de l'identité refermée de soi-même, ce que du point de vue moral on peut appeler également un quant à soi, d'isolement de soi-même, de façon à se projeter entièrement dans la sensation extérieure, qui se retrouve dans cette autre citation d'Emerson. J'en donnerai une dizaine avant de conclure. Je deviens une pupille transparente lorsque je regarde quelque chose, quand je regarde un paysage. Il parle de ce qu'il a devant lui lorsqu'il regarde devant lui dans l'horizon les montagnes, les forêts qui se développent devant son regard. Je deviens une publique transparente, je ne suis rien et je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu, que l'on pourrait interpréter de façon spinoziste, que l'on peut aussi interpréter d'une façon deleuzienne, dans la mesure où, pour Deleuze également, il y a une liaison étroite, une correspondance, une unité substantielle, et d'ailleurs aussi de nature spinoziste, entre le dedans et le dehors, entre l'individu et le monde qui l'entoure. Maintenant, il faut préciser que à la fois autant Deleuze tient par certaines attaches à cette philosophie de la nature présentée de cette façon, autant il cherche à s'en distinguer précisément, par exemple, au niveau de cette théorie classique qui remonte à Empédocle, c'est celle des homéomères, c'est-à-dire des ressemblances, des homogénéités entre le monde extérieur et le monde extérieur. Ce n'est pas par homogénéité que la pupille voit la lumière. Ce n'est pas parce qu'elle est constituée elle-même de lumière. Elle ne voit pas l'eau parce qu'elle est constituée d'eau, comme elle ne voit pas la terre parce qu'elle est constituée de terre, comme l'ont affirmé Empédocle ou après lui Aristote. Donc il se distingue de cette physique élémentaire de l'homogénéité, au contraire, pour affirmer les hétérogénéités. Mais cela mis à part, il y a quelque chose qui, c'est là-dessus que je veux insister, il y a quelque chose qui est une résonance très profonde de ces propos avec la pensée de Deleuze. Ainsi, un peu plus loin, à travers la tranquillité du paysage, et spécialement de la ligne lointaine de l'horizon, l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature, qui est la secrète relation entre l'homme et la nature, l'unité qui existe entre les deux, et en même temps, il parle un petit peu plus loin de la relation secrète entre l'homme et les végétaux, c'est-à-dire de la communication entre les rênes. On peut peut-être par une sorte d'extension un peu abusive peut-être, mais qui n'est pas non plus sans vraisemblance et sans légitimité, de penser à cette relation secrète entre l'homme et les végétaux, à la relation
et à la convergence entre les séries, à la rencontre entre les séries animales et végétales, humaines et végétales, telles que les présente Deleuze à travers Proust, soit dans Proust et les signes, soit dans l'Anti-Oedipe, au moment où il reprend la célèbre réflexion, la célèbre digression de Proust dans Sodome et Gomorrhe sur la fécondation, la rencontre de la guêpe et de l'orchidée, très exactement du bourdon et de la fleur, pour expliquer des relations que l'on peut appeler extranaturelles ou aberrantes, mais qui éclairent simplement un autre aspect et plus étendu, plus complet de la nature, c'est-à-dire la communication entre des séries hétérogènes telles que les présente l'homosexualité de Charlus et de Jupien dans la célèbre analyse de Sodome et Gomorrhe. Cette rencontre entre les séries hétérogènes qui va donner cette analyse proustienne est également un exemple très particulier de ce qu'on pourrait appeler la rencontre concrète ou la concrescence, au sens que je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'on trouve dans cette philosophie du concret. Donc il ne s'agit pas d'une analyse de la nature selon l'homogène, telle qu'on la trouve dans une compréhension, une explication physique du type aristotélicien ou classique, mais de faire surgir dans la nature ces différentes séries, ces divergences qui sont à la fois à la rencontre de la vie proprement dite, de la vie physique, et d'autre part de la divergence, de la distinction entre une nature comprise selon ces divergences et une nature identifiée au mouvement mécanique d'une matière réduite uniquement à son mouvement. On rencontre ici également la différence entre l'analyse cartésienne de la nature réduite à la matière spatiale et d'autre part la présence d'une énergie qui toujours a une apparence d'une énergie spirituelle. Cette expression d'énergie spirituelle qui est bergsonienne, on en trouve aussi quelque chose qui est une sorte de préfiguration dans cette phrase, de cette proposition d'Emerson, que je cite aussi: la nature arbore toujours les couleurs de l'esprit. Et ces couleurs de l'esprit font qu'il y a dans la nature une causalité immanente et une finalité immanente. Cette finalité immanente, là on rencontre chez Emerson quelque chose qui fait penser à l'analyse kantienne de la finalité sans fin de la critique de la faculté de juger, puisque c'est dans la beauté que la nature va trouver sa finalité immanente. Mais l'interprétation d'Emerson ici est un petit peu différente, c'est-à-dire elle marque cette sorte de glissement, cette divergence d'une philosophie qui est une philosophie de la conscience dans une philosophie qui est une philosophie de la nature, puisque chez Kant, cette finalité sans fin de la beauté de la nature est uniquement subjective. Elle relève uniquement du jugement.
tandis que elle est objectivée dans la pensée d'Emerson. C'est la nature elle-même qui appelle cette finalité dans la beauté. La beauté n'est pas quelque chose qui peut être uniquement attribué au jugement de beau. Elle se trouve dans les choses mêmes. Dans un même sens, je vous l'avais cité, je crois, à un certain moment, Raymond Ruyère parle aussi de la beauté ou de l'expressivité des choses. Ce n'est pas simplement dans le jugement subjectif que cette expressivité se trouve, c'est dans les choses elles-mêmes. C'est pensée deleuzienne, d'ailleurs, Deleuze s'inspire, lui, cette fois, d'une façon toujours très explicite de Raymond Ruyère, mais il pense également qu'on ne peut pas réduire l'expressivité du monde extérieur à une propriété du jugement. C'est au-delà du jugement, c'est dans le mouvement même de la chose que se trouve ce qui fait que le plaisir que ressent l'œil se rencontre avec le paysage qu'il regarde, avec la lumière à laquelle il correspond, comme l'écrit ici, puis c'est la page 19 de ce petit livre sur la nature, comme l'écrit Emerson, le plaisir de l'ordre, qui est le cosmos grec d'ailleurs, qui signifie l'ordre, mais en même temps la beauté, en même temps le monde, le plaisir de l'ordre dû à l'œil et correspond à la sphère visuelle. La première, la lumière est le premier des peintres. Il n'existe pas d'objet si répugnant qu'une lumière intense ne puisse rendre beau, écrit-il. Là, je pense, je vous avais cité, d'ailleurs, je crois, cette relation que le peintre américain Hopper, dont il y a eu une exposition récente très intéressante à Paris, est un grand admirateur de la pensée de cette pensée, comment pourrait-on l'appeler, cette pensée naturaliste, de cette pensée transcendentaliste, puisqu'il se veut lui aussi peintre de la lumière, et que il n'a qu'à voir ses œuvres où on voit quel est le sens et la valeur qu'il donne et qu'il fait donner à chaque objet par son éclairage dans la lumière même suffit à donner à son objet, à son thème, cette beauté dont il est parlé ici. Si une œuvre, alors une œuvre, je continue là, une œuvre est un condensé, voilà à quoi aboutit également la pensée d'Emerson dans ce développement où il montre en quelque sorte, où il montre que ces qualités qui sont inhérentes, immanentes à la nature, c'est-à-dire celle de la finalité, celle de la correspondance avec la sensibilité humaine, fait de l'œuvre comme étant un complément, en quelque sorte, un apport supplémentaire
à cette unité des choses, elle en fait un condensé, dit-il, ou un résumé du monde. Elle est, écrit-il, en miniature, c'est là la citation, le résultat de l'expérience de la nature, qui est un océan de formes. L'art et la nature, c'est encore une citation, distillée dans l'alambic de l'homme. C'est-à-dire la correspondance, l'idée de l'art dans laquelle culmine la nature comme finalité immanente, qui n'est pas due simplement à l'attribution par un jugement subjectif, mais qui émane en quelque sorte de la nature elle-même, fait de l'œuvre d'art un condensé ou une expression. On pourrait penser ici, bien que là aussi la relation ne soit pas établie et qu'il n'y ait aucune relation explicite dans les influences, à la pensée d'Adorno dans la théorie esthétique, qui est aussi celle de Benjamin dans son étude sur le drame baroque, qui invente l'expression, qui propose l'expression que l'œuvre d'art est essentiellement monadique. Elle est une monade au sens leibnizien, c'est-à-dire toute œuvre d'art est une expression du monde, ce qui est un petit peu la même chose que la formule elle est en miniature le résultat de l'expérience de la nature. Et la nature est un océan de formes. Ici, nous trouverions un peu des idées qui sont celles d'Eugène Delacroix lorsqu'il écrit que la nature est un dictionnaire dans lequel le peintre n'a qu'à puiser et qu'il agence selon son art. Ou alors l'idée également émersonienne exprimée ici, rien n'est beau que dans le tout, fait penser aussi à cette idée qui est développée cette fois par Gilbert Simondon dans le mode d'existence des objets techniques, selon lequel il n'y a jamais de beauté dans une œuvre séparée, mais que le beau, dit-il, je cite un petit peu de mémoire, et se trouve dans un accord entre un objet et l'environnement dans lequel il se trouve, dans l'ensemble au milieu duquel cet objet se dresse et apparaît, comme par exemple une tour et même un instrument technique comme un fil télégraphique, un poteau électrique peut apparaître, une usine peut apparaître comme formant la beauté d'un paysage dans la mesure où il est pris dans le tout auquel il appartient. Mais là la pensée de Simondon se relierait plutôt à une théorie explicitement, à une théorie de la globalité, à une théorie dite théorie de la Gestalt, élargie, étendue et développée dans le sens qu'il a donné dans ses études, que à la pensée d'Emerson. Mais là, j'appliquerai de nouveau cette formule que l'on a trouvée chez Deleuze. Ce qui compte, ce ne sont pas les divergences, qui existent très certainement, ou les différences d'origine, mais ces rencontres ou cet écho
qu'une pensée peut faire à d'autres. Et également, comme par exemple l'idée que la cause finale de la nature est le désir de beauté dont on pourrait trouver l'alliance, le retentissement de l'analyse de Kant dans la critique du jugement est en écho très certainement avec cette analyse kantienne, mais passe sur un autre registre, puisqu'il s'agit bien d'une beauté objective, et non pas celle simplement qui est donnée dans le jugement de goût. Car la beauté telle que l'entend Emerson, et c'est aussi une de ses formules, la beauté est, dans le sens le plus large et le plus profond, une expression de l'univers, ce qui ne veut pas dire non plus que cette expression de l'univers, c'est nous qui la lui apportons, mais qu'elle se trouve être un apport de l'univers à nous-mêmes. C'est un peu dans ce sens-là, justement, qu'il y a dans cette conception du transcendantalisme quelque chose qui n'est pas la soumission de l'expérience à des catégories du jugement, ce qui est à proprement parler l'analyse transcendantale telle que Kant la pratique, mais qu'il y a au contraire une refonte profonde à l'intérieur de l'expérience elle-même, qui a quelque chose qui est un appel à l'empirisme, d'où l'expression que Deleuze donnera à cette philosophie d'empirisme transcendantal, qui n'est pas une imposition par le sujet de forme ou de catégorie à l'expérience, ou de formation de l'expérience, pour mieux dire par les catégories du sujet, mais c'est le contraire. Le sujet n'est qu'une forme momentanée, évanescente, mouvante, qui va se constituer à l'intérieur de cette expérience qui le déborde, qui à un certain moment se concentre à lui-même et qui constitue justement l'individuation, mais l'individuation est toujours opérée par quelque chose qui est une action qui vient de l'extérieur et qui se retourne à l'intérieur. Là, il faudrait utiliser la formule deleuzienne qui se trouve dans le pli. Il y a des plis de subjectivation. Et il n'y a pas de sujet qui imposerait quelque chose et qui serait transcendant par rapport à la nature. Il y a au contraire un devenir du sujet, mais qui est formé par un pli de subjectivation qui, lui, se trouve dans le mouvement des choses, dans le mouvement de cette nature, qui est le concret lui-même, tel qu'il apparaît, tel qu'il correspond, si l'on peut utiliser cette image, tel qu'il correspond dans l'harmonisation à l'harmonisation de l'œil et de la sphère visuelle, qui est ce rapport, cette constante rencontre, ce rapport de compénétration, de mouvement d'aller-retour de l'intérieur à l'extérieur, marqué d'ailleurs par leur identité. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, pas plus qu'il n'y a de différence, il n'y a pas de différence, je veux dire, catégorielle entre l'un et l'autre, pas plus qu'il n'y a de différence
entre le corps et l'esprit, qui sont eux-mêmes parties ou parcelles, ce qui est une expression également de Emerson, très spinoziste, de la totalité. Il y a d'abord cette appréhension du concret, ce concret qui est formé d'un grand nombre de séries hétérogènes qui se rencontrent, qui se combinent, qui forment une totalité, d'où surgit, à l'intérieur de laquelle se forme progressivement et temporairement, d'une façon évanescente, qui apparaît, qui disparaît par saccade, la subjectivité, et qui crée, d'ailleurs, c'est là-dessus que termine cette conférence sur la nature, qui crée elle-même sa discipline, c'est-à-dire la discipline, et là aussi c'est assez spinoziste et deleuzien, d'ailleurs, la discipline de la subjectivité se trouve dans la découverte et la soumission non pas à la nécessité de la nature, parce que Emerson, contrairement à Spinoza, n'est pas partisan, n'est pas un fervent de la nécessité, mais dans ce mouvement qui, au contraire, reçoit de sa rencontre humaine une constante possibilité de liberté, de variation, de nouveauté. La nouveauté et la possibilité de transformation vient justement de cette rencontre, ce qui n'empêche pas que c'est la nature, c'est la conformité de l'existence selon la nature qui va être la discipline à laquelle se soumet la pensée emersonienne. On la trouve en particulier chez son disciple Thoreau, puisqu'il a, comme vous le savez, c'est ce qui l'a rendu célèbre, pratiqué une véritable ascèse du naturalisme dans sinon du naturisme, mot difficile à prononcer parce qu'il a pris des sens très particuliers ensuite, mais on pourrait le prononcer malgré tout en ce cas, puisqu'il a tenu à vivre selon la nature, dans une maison construite par lui-même, dans les forêts, etc., dans ce célèbre livre qui s'appelle Walden.